Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans ce premier strip track du monde de tous les temps, car dans la vie il n'y a pas que le jeu, il y a aussi d'autres activités qui sont assez connexes, qui se touchent, notamment la bande dessinée. Et c'est pour ça que j'ai avec moi Monsieur Christophe. Comment vas-tu bien, Monsieur Christophe? Bonjour Monsieur Fall, très bien. Ouais, Très heureux d'être là. Ouais, très heureux. Attends, c'est pour le moment parce que c'est le début, parce qu'on y va à l'arrache. En tout cas, moi, toi, tu as préparé une émission, alors que moi, pas du tout. Je te fais confiance. On va un peu expliquer le pourquoi du comment de la chose pour commencer. Strip Track, c'est dur à dire en fait. Oui. Moi, je me suis accroché au départ, mais Track. on a trouvé ce nom il y a à peu près 10 minutes, un quart d'heure. C'est ça l'idée. Hein. Parce que pendant Paris Ludique, qui a eu lieu, donc, c'était quand? Juin 2014. Il y avait Martin Wittberg qui était là. Tout le monde connaît Martin Wittberg. Le beau Martin, au physique absolument sublime, qui était avec toi. Je ne te connaissais pas. Et il y a eu une petite réunion de discussion et il t'a présenté à moi et on a fait connaissance. Et il s'est avéré que tu es joueur un petit peu, tu t'intéresses au monde du jeu, mais tu as aussi une espèce de spécialité qui est la bande dessinée. Tu es un grand amateur de bande dessinée. Et on a papoté des tenants, des aboutissants, des liens qu'il y avait étroits entre la bande dessinée, le jeu de société, à tous les niveaux, hein, aussi bien des univers qui ont été développés en bande dessinée, qui sont devenus des jeux de société. On en reparlera dans une émission peut-être plus tard ou quoi au caisse. Donc au contenu, on va dire, des univers qui ont été développés en jeu, et aussi, et surtout, je dirais, au niveau du développement industriel du secteur. Hein, le secteur du jeu de société est en pleine évolution, pas encore révolution, alors que la BD, ça fait 20-25 ans, c'est en pleine explosion, et on commence à se dire qu'il y a trop de BD, tout le monde s'en sort pas, enfin, c'est la pagaille. Et nous, on regarde ça, il y a 4 ou 5 ans, on était content de ressembler de plus en plus à la bande dessinée, et maintenant, on est quasiment un peu inquiet. Et là, on s'est dit, pourquoi pas faire une émission sur la Trick Track TV. Nous, on aime parler de tout. On aime bien accueillir des gens qui vont nous parler de leur passion. Et on a un studio qui nous permet de faire tout ce qu'on veut. Et on s'est dit, pourquoi pas faire une émission? Et toi, tu es un vrai bosseur. Tu as un conducteur, des tonnes de choses à nous présenter, des bouquins, des machins, des trucs. Et on se lance et on verra bien ce que ça va donner. Alors, je vais te donner la parole. Tu vas te présenter peut-être un petit peu. Quand je dis que tu étais dans le monde de la BD depuis longtemps, tu nous expliques. Moi, je suis ce que j'appellerais un agitateur de nouvelles. D'accord. D'informations consacrées à la bande dessinée. Je ne me dis pas journaliste. D'ailleurs, tu ne te dis pas journaliste au niveau du jeu de plateau. Ah, non, du tout. Je ne me dis pas journaliste au niveau de la bande dessinée. Mais depuis, on va dire, une douzaine d'années, j'ai été acteur sur plusieurs sites consacrés à la bande dessinée ou même des magazines. J'étais chroniqueur, j'ai fait des interviews, je fais encore des animations sur des festivals. Et donc cet univers, l'important pour moi, c'est de rencontrer des auteurs, rencontrer des éditeurs et d'essayer de partager déjà les plaisirs de lecture et aussi d'amener de l'information, d'essayer de trouver les petites perles qui ne sont pas connues, les annonces qui vont faire le buzz de demain, etc. Et de créer le buzz. Voilà, un peu comme nous avec le jeu de société. Tout à fait. C'est ça l'idée. Donc, on commence par quoi? On a décidé pour cette première émission d'aborder la relation qu'il y a entre le jeu de société et la bande dessinée, et puis de présenter quelques nouveautés. On va peut-être commencer déjà par parler du secteur de la bande dessinée. Où est-ce qu'il en est en 2014? Ça te va? Oui. C'est-à-dire que, et puis après, on va faire le parallèle avec l'univers du jeu de plateau. On est très écouté par des gens qui sont sur les deux secteurs. Hein. Martin Wittberg, je le disais, qui est un grand amateur de bande dessinée, qui en écrit lui-même, très spécifique, très politisé, etc. Mais il fait aussi des jeux. Et on sait qu'il y a des gens comme Pierrot, qui est aussi illustrateur, qui ne se sont pas capables de faire de la BD, mais qui pourraient très bien en faire s'ils se poussaient un petit peu. Donc on est écouté par ces gens-là, qui ont une vision, qui fréquentent des dessinateurs de BD, mais les joueurs qui n'aiment que le jeu de société ne savent pas trop où on en est. On sait, on dit qu'il y a quelques mois, les dessinateurs, les auteurs de BD ont de grandes difficultés avec les maisons d'édition, des monopoles, etc., de grandes difficultés à exister, parce qu'ils sortent des dizaines et des dizaines de BD. Alors, on va comparer les chiffres. J'imagine que tu as quelques... Alors, on a des chiffres, mais il n'y a jamais de chiffres véritablement officiels. D'accord. Chaque année, il y a un rapport qui sort en janvier, qui est rédigé par un monsieur qui s'appelle Gilles Ratier, qui est secrétaire général de l'ACBD, l'association des critiques de bande dessinée. Il y a une association et de journalistes, de critiques et de journalistes de bande dessinée. Et ils font un rapport chaque année, un rapport qui fait pas mal de commentaires. Mais ces chiffres-là, ça ne nous fait qu'une source.
D'accord. Les éditeurs ne donnent pas réellement, communiquent pas sur leur chiffre d'affaires, ils ne communiquent pas non plus sur leur tirage ou alors leur gros tirage. C'est ça. En général, tu mets en avant le truc qui marche, tu dois faire 1 million Tout à d'exemplaires. fait, voilà. Tu dis jamais celui qui s'est vendu à 300 exemplaires et que tu as envoyé au pilon. Tout à L'idée, fait. c'est ça. C'est pour ça qu'on ne donne pas les chiffres. Et donc, il n'y a pas de chiffres. Moi, quand j'ai qu'une source, je ne peux pas dire ces chiffres sont vraiment réels. officiels, mais bon, on va se baser là-dessus. Ok. Donc, quelque part, ce qui se dit, alors, on parlait de la surproduction, ça fait 10 ans qu'on parle de surproduction, voire presque 15 ans. Donc, et sachant qu'effectivement, il y a eu une grosse période, les années 2000, ont vu une très forte progression à la fois du public, des tirages, des auteurs, des éditeurs, etc. Et maintenant, effectivement, manifestement, on arrive, alors il y a eu la crise depuis en plus, on arrive à une stabilité. D'après les chiffres qui sont sortis, 2013 serait à peu près au même niveau que 2012. Sachant que 2013, il y a quand même un Astérix qui est sorti. Oui. Et un Astérix, c'est 2,5 millions, 3 millions d'albums. En 15 jours, c'est ça, Voilà. Vendus, tirés. Alors, on a les tirages, mais on n'a pas non plus les ventes. De vente, bien sûr, bien sûr. Tout ce qu'on a, c'est uniquement les tirages. Donc, quand tu as un marché où tu as autant d'albums vendus que l'année précédente et que entre-temps, tu as quand même eu un album qui a fait 2-3 millions, ça signifie que quelque part, il y a un petit problème. Ouais. Voilà, il y a quand même une baisse quelque part. La production 2013, tu parlais de centaines. En vérité, alors en nouveaux albums, on a eu à peu près entre ça. Alors, tu vois, les chiffres ne sont pas totalement clairs parce qu'il y a deux sources. On va dire, il y a la CBD d'un côté, il y a un institut qui s'appelle GFK de l'autre, qui sortent tous les deux leur communiqué à 15 jours d'intervalle. On est entre 5159 nouveaux titres. Ah oui, 5159. Ça, c'est précis. C'est flou mais précis. Et 5500 qui, c'est beaucoup moins précis. Donc, on est entre 5100 et 5500. Si on dit 5000, on est juste. Nouveaux albums, voilà. Nouveaux albums sortis l'année dernière. Alors, question, c'est album sur le territoire français ou dans le monde? Non, non. On parle de la bande dessinée sur le territoire européen. Donc, il y a les Anglais, les Allemands. Là, vraiment, on est sur le marché vraiment francophone, c'est-à-dire c'est France, Belgique, Suisse. Dans les trucs qu'on peut acheter, voilà. nous, et qu'on peut lire, tout à fait. Sans avoir besoin de traduction. 5000, c'est quand même gigantesque. Ça fait quand même 75 albums par semaine. Ah oui, oui, c'est énorme. Voilà. On dit à peu près qu'il y a entre 600 et 900 nouveautés par an, c'est-à-dire qu'il y a quasiment 5 à 6 fois plus de BD qui sortent que de jeux. Là-dedans, il y a un certain nombre de rééditions. Il y a aussi ce qu'on appelle les traductions, donc du manga, du comics, la production qui vient des États-Unis, de Corée, de Japon. Oui, ça s'est mondialisé. Donc, voilà, parce que moi, on va replacer un petit peu pour qu'aussi on ait dit oui à la BD, c'est bien le mot, parce que moi, c'est que moi j'étais très, très amateur de bande dessinée dans les années 80, 90, c'est-à-dire on va dire avant la grande explosion de la bande dessinée. Il n'y avait pas 75 nouvelles BD par semaine qui sortaient, mais on avait un style. Les amateurs de comics, il y en avait, mais c'était assez marginal, il n'y avait pas de manga. Donc effectivement, maintenant, ça s'est globalisé, mondialisé. On trouve sur le territoire français tout ce qui sort de partout. Les éditeurs francophones vont récupérer les bons titres aux États-Unis, au Japon. Au départ, les premiers qui y sont allés ont raflé vraiment les meilleurs titres. Et puis après, comme ça a très très bien marché, parce qu'effectivement, les jeunes, enfin les enfants vont plutôt se porter, quand ils commencent à acheter eux-mêmes leurs bouquins, vont plutôt se porter sur le manga, qui est déjà plus économique. Un manga coûte moins cher, il y a quand même beaucoup plus. En temps de lecture, parfois, un manga, tu as beaucoup de lecture. Parfois, certains franco-belges qui vont faire 46 planches, il y en a certains qui vont être costauds, d'autres, il n'y a pas grand-chose. Tu vas le lire en 15 minutes. Ouais. Donc automatiquement, par rapport au budget des ados, effectivement, parfois, il est plus rentable de prendre un manga qu'un ce qu'on appelle le franco-belge. Et puis, il y a aussi le goût, parce que le public change, les goûts changent, et il y a une évolution du lectorat. Et maintenant, il y a d'ailleurs une évolution, c'est qu'il y a eu une explosion du manga pendant une décennie. Et maintenant, les chiffres des mangas, manifestement, se tassent, et même baissent. On parle de baisse. Et le comics, lui, monte. Avec toutes les sorties, probablement, de tout ce qu'il y a au cinéma. Tous les films Marvel, ça a dû propulser un peu plus en avant les comics, non ? Je ne sais pas si ça a une influence. En tout cas, il y a aussi peut-être une progression de la création.
Il y a des séries qui ont cartonné. Parfois, même, c'est l'inverse, parce que Walking Dead, qui est le gros carton comics 2013, qui est vraiment... alors, il fait 110 000 exemplaires, je crois. Donc, c'est quand même... c'est pas neutre, c'est le plus gros tirage en comics. Walking Dead, au départ, c'est un comics. Et après, il y a la série télé. Ouais. Donc, la série télé a peut-être apporté des lecteurs en France, mais... La série s'est créée parce que le lectorat était là, était à l'écoute. C'est amusant parce que c'est le parallèle avec le monde du jeu il est exactement, enfin, il n'est pas là pour rien. On le voit. Tu disais oui, alors on a découvert l'Asie avec les mangas et puis c'est arrivé et en Europe, en tout cas en France, et même ça commence à frétiller à l'étranger. On va vers les jeux asiatiques parce que il y a un vent frais qui arrive. En tout cas. C'est probablement une démarche de spécialistes qui sature au bout d'un moment d'une production qui est de plus en plus grosse. En prenant les jeux de gestion cube en bois à l'allemande, on en a de plus en plus, puis au bout d'un moment, tu n'en peux plus. Tu vas vers un petit truc qui est tout différent, donc qui t'apporte une respiration, la légèreté asiatique, la zénitude par rapport au matériel et à la complicité des règles. Et effectivement, en ce moment, on va vers l'Asie, comme on avait peut-être dû le faire avec le manga à l'époque. Alors, c'est ce que craignent les amateurs. La différence par rapport aux jeux de plateau, si j'ai bien compris, on apprend beaucoup de choses grâce à Trick Track, c'est que les éditeurs francophones, déjà, quand ils éditent un jeu, ils éditent dans le jeu, ils l'éditent pour le marché mondial. Oui. Et ils l'exportent. En règle générale, oui. Il n'y a pas d'exportation sur le franco-belge. Ça serait nous, ça. C'est peanuts. D'accord, les Américains n'en lisent pas. Même au niveau Europe, le marché allemand, etc., représente. Ils achètent Astérix. Oui, c'est tout. Et c'est quasiment que ça. Ah, ça, c'est amusant. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelait. Parce que moi, j'étais un grand lecteur de BD franco-belge, la Ligne Claire, etc., Tête Benoît et compagnie. Et. C'est en train de se faire étouffer par toute la BD étrangère. C'est pas étouffé parce que, voilà, c'est un discours. D'ailleurs, Uderzo a fait un Astérix là-dessus où il disait que, grosso modo, c'était les comics et les mangas, c'est pas bien. Non, ça régénère aussi la création. Ça influence les auteurs, déjà. Un certain nombre d'auteurs sont influencés par la création asiatique et américaine. Ça permet aussi de recréer. Ça tue pas parce que un bon album va toujours bien se vendre. Mais ça c'est une réaction de vieux, ça. J'ai beaucoup de respect pour ce le protectionnisme. Oui, et puis de dire ça va tuer l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'art est remplie de choses établies que l'on va enrichir ou casser par d'autres trucs, qui fait que ça va s'installer et tu verras si les mangas ou quoi dominent le monde, dans 20-30 ans, il y aura un nouveau truc qui arrivera et les amateurs de manga diront non, il faut arrêter, ça va détruire le manga, le monde dans lequel on évolue, qui est à vous. C'est une démarche de réac en fait. Il y a un style franco-belge, il y a de très très bons auteurs franco-belges. Donc, et puis il y a un public franco-belge clairement, le lectorat français, belge, même hollandais et suisse, ils continuent à lire de la bande dessinée. Ah, effectivement, même toi, le marché a progressé alors que les mangas eux-mêmes sont arrivés. Donc ça signifie qu'on y arrivait. C'est-à-dire que en fait, ce qui s'est produit, c'est que le lecteur de BD, il y a eu la même. Mais c'est vrai, le parallèle avec le jeu de société est excellent parce que lire de la bande dessinée, c'était un truc d'enfant il y a longtemps. Comme le jeu était un truc d'enfant. Et puis sont arrivés les BD un peu plus adultes, avec un trait un peu plus dur, des propos un peu plus matures et adultes. Et je me souviens qu'à une époque, quand on était adulte et qu'on lisait un peu de la BD, c'était le même regard que les joueurs de jeux de société. On était considérés comme des mecs un peu restés enfants, quoi. Il fallait lire des romans ou pas de la BD. Et il y a eu ce bascule. Moi, je me souviens. On n'appelait pas ça le 9e art au début, la bande dessinée. C'était un truc vraiment... Et le jeu, c'est pareil. Et ce qui est amusant, c'est que donc la BD a développé son lectorat. La BD, comme le jeu essaye de développer pas le lectorat, parce que je ne sais pas comment on peut dire, son joueurat. Je sais pas, il faut trouver un mot là, il va falloir inventer un mot pour ça. Et il y a eu de plus en plus de lecteurs et d'acheteurs, ce qui fait que mécaniquement, ça attire
des auteurs qui ont envie, en lisant, de devenir auteurs, et des compagnies qui ont envie de gagner de l'argent en éditant. Puis il y a un phénomène de génération, c'est-à-dire que les enfants d'il y a 20, 30 ans à qui on disait la bande dessinée c'est pas bien, c'est devenu les adultes d'aujourd'hui. Les preneurs de il y a la décision. culture geek. Bien sûr. Il y a la culture geek et du coup ils travaillent, ils ont un peu plus de moyens, donc ils peuvent s'acheter eux-mêmes. Et il y a quand même une culture qui fait que, on n'a jamais autant joué, enfin les adultes n'ont jamais autant joué aux jeux vidéo, ils n'ont jamais lu autant de bandes dessinées, ils n'ont jamais, même le jeu de plateau, etc. C'est quand même beaucoup d'anciens ados. Bien sûr, qui ont gardé une culture de loisir. On a une culture de loisir, on a envie de passer du bon temps dans des choses qui nous plaisent et peut-être rester un peu enfant finalement. Ou alors c'est possible. De continuer à garder cet amateurisme de choses qui nous font passer le temps de manière agréable. Alors les dangers, parce que moi je reviens toujours à ce parallèle, nous on est dans l'euphorie, on se rend bien compte dans le monde du jeu que pour éviter la saturation, il va nous falloir de plus en plus de public, de joueurs. Le public s'est développé dans le monde du jeu de société, pas encore énormément. Alors c'est rigolo parce que tu me dis, alors c'est un succès ce livre, 100 000, 200 000 exemplaires. En France, un jeu comme Double, c'est 800 000. Voilà. Hier, on recevait M. Régis Bonset-Libellule avec Dixit, 1,5 million d'exemplaires vendus de Dixit. Et on en parle beaucoup moins que la bande dessinée. Oui. On s'excite beaucoup moins sur les ventes que pour la bande dessinée ou la musique, c'est assez énorme. Mais on sait pertinemment qu'on manque de joueurs pour avaler toutes les sorties. Il faut des acheteurs, des consommateurs. Dans la BD, on a l'impression que tout le monde sait ce que c'est que la BD. La consommation, elle en est où? Il y a suffisamment. Alors, moi, je vais te parler surtout du franco-belge, puisque quelque part, c'est un sujet qui m'intéresse le plus, puisque c'est ça qui fait vivre aussi les auteurs en France et en Belgique, en Suisse, en Europe. En Europe. Puisque le manga et les comics n'ont pas besoin du public européen et français pour vivre, alors que les éditeurs et les auteurs francophones ont besoin du public francophone. Donc, justement, le public a augmenté. Maintenant, manifestement, ça s'est stabilisé. Il y a plus de nouveaux lecteurs. En tout cas, les ventes ont stagné, mais il y a aussi un phénomène de crise, évidemment. Du coup, comme il y a toujours eu une augmentation des titres, les tirages, eux, ont pas mal baissé. On était à peu près à un auteur qui avait sa petite réputation, etc. Il y a 15 ans, il tirait à 10 000. Maintenant, la moyenne, et comme on n'a pas les chiffres réellement, la moyenne, je pense qu'une bande dessinée lambda va tirer autour de 6 000 exemplaires. Comme le jeu. Voilà. À l'heure actuelle. C'est le phénomène inverse dans le jeu. Il y a 10 ans, on tirait à 3 000 exemplaires. Maintenant, des jeux un peu portés, bien travaillés, tirent à entre 6 et 10 000 exemplaires. Alors évidemment, il y a les gros tirages, les chiffres qu'on a en termes de tirage. En plus, c'est pas en termes de vente, c'est en termes de tirage. Commence à partir de 20 000. J'avais quelques chiffres. Il y a seulement, il y a que sur ce qui sort en franco-belge, il n'y en a que 25% qui dépassent les 20 000 exemplaires, enfin qui atteignent les 20 000 exemplaires. Tu disais 1 million d'exemplaires, il n'y a qu'un album, c'est Astérix. Astérix. Après, en dessous, je crois qu'on descend à 500 000. L'autre plus gros titre, c'est 500 000. Et c'est les Black Mortimer, etc. C'est gros classiques. C'est des très gros classiques. Alors, c'est les revivals. Parce qu'on reprend des anciennes séries qu'on prolonge maintenant. D'accord, c'est plus les mêmes dessinateurs. C'est plus les mêmes auteurs, puisque la plupart ils sont disparus. Voilà. Mais tu as encore des grosses séries qui continuent à exister. Tu continues à avoir Black et Mortimer, tu continues à avoir des Schtroumpfs, tu continues à avoir du Spirou et Fantasio. Ça, ce sont des grands classiques et qui continuent effectivement à exister et qui font pas mal de ventes. Mais sur 25%, qui fait à 20 000, c'est pas énorme. Et puis après, il y a des seuils où ça va très très bas. Et la difficulté, effectivement, vient pour les auteurs. Puisque autrefois, et là je parle d'un temps lointain, c'était pas les albums qui faisaient vivre les auteurs de bande dessinée, il y en avait beaucoup moins, c'était la presse. C'est-à-dire? C'était les journaux. Tu avais les grands titres à l'époque. Tu avais Spirou, qui existe encore, mais c'est le seul de l'époque. Il y avait Tintin, le journal de Tintin, il y avait Pilote, Pif Gadget, il y avait plein. Maintenant, tout ça a disparu. Le seul, vraiment, à part tout ce qui est Mickey, J'aime lire, etc., mais ça, c'est encore un autre marché. Mais en presse franco-belge, il n'y a plus que Spirou. Et les auteurs, eux, étaient payés à la prépublication. Eh oui.
Maintenant, ils sont payés uniquement par rapport à l'édition d'album. Il y avait qu'à l'époque, il y avait que les albums les titres qui marchaient bien dans la presse, qui étaient édités en album. Édités en album, on prenait du galon. Ouais. Mais c'était pas la finalité, et surtout, c'était là où on gagnait un peu plus d'argent. Mais pour en vivre, il suffisait Oui, d'avoir parce la que- presse. Parce que la presse, c'était tous les mois. Voilà. Donc, tu as fait ton salaire mensuel, quoi, en gros. Tout à fait. Qu'est-ce qui a fait que ces choses-là ont disparu? Après, c'est les crises de la presse, hein, Ouais. en général. Ils ont vécu la même chose que à l'arrivée d'Internet. Ou même avant, Même avant. la télévision, La télévision. etc. C'est à un moment. La télévision a tué Pif Gadget. Mon Dieu. Certainement, Ouais, sans doute. certainement. Et effectivement, du coup, toute cette presse-là qui faisait vivre les auteurs, maintenant les auteurs ne vivent que par rapport aux albums. Et par rapport comme les tirages baissent automatiquement, les droits aussi. Maintenant, avant, ils étaient payés à la planche. Maintenant, de plus en plus, les auteurs, on leur demande de faire plus de planches. Au lieu de faire 46, ils vont faire 60 ou 100, et on va les payer au forfait. D'accord. Et donc là, on a une vraie difficulté. Des auteurs il était quand même plus facile de vivre de la bande dessinée il y a plusieurs années. Maintenant, on va sur une paupérisation Ouais. des auteurs, puisque à part ceux qui arrivent à faire des gros tirages, la plupart sont obligés de faire d'autres petits boulots à côté pour en vivre. Or, une bande dessinée, pour un dessinateur, c'est normalement un an de boulot. Ouais, minimum. Ouais. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une explication à ça? Moi, j'en ai une petite, peut-être. Hein, je ne me suis pas intéressé au monde de la BD depuis des années, mais je sais ce qui m'a fait arrêter d'acheter de la bande dessinée, ça a été le syndrome des séries et des suites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'achetais de la bande dessinée, parce que j'adorais ça, et sont arrivés le volume 1, et puis il devait y avoir une suite, donc le volume 2, volume 3, donc j'achetais, et puis ça s'arrêtait. J'ai dit merde, j'ai commencé, c'était bien. Sans voir la fin. Et puis j'ai commencé à me dire, quand j'étais victime de ça 2, 3, 4 fois, je me dis stop, je vais attendre maintenant qu'ils me sortent 1, 2, 3, 4 épisodes au moins pour être. Je me dis bon, si ça atteint une stabilité, je vais m'acheter les 3 ou 4 premiers, je vais les regarder et si ça me plaît, j'achèterai la suite. Et puis bien souvent, il n'y avait pas de 4e ou de 5e, forcément. Parfois, parce que il n'y avait même pas de tome 2. Voilà, moi, j'achetais pas le premier. Donc, et je me demande, même si tu vois, en ce moment, je suis pas en train de faire ça avec les séries télévisées, en DVD, où j'attends, avant de regarder une série, de savoir s'il n'y aura pas le 2e et la 3e saison avant de me fader la première. Parce que bien souvent, les mecs lancent une série, ils savent même pas comment ça va se finir. Alors moi, là, c'est un ressenti de lecteur. Hein. Est-ce que ça a mis à mal dans les années 80-90? Que moi, j'ai arrêté dans les années 90, début 90. Ça a vraiment ça été la grande période 90. Effectivement, ça arrivait beaucoup. Moi, je connaissais des auteurs qui ont signé pour des séries pour 5 albums. Donc ils avaient fait une histoire complète. Hein. Le scénariste avait fait tout son chemin de fer à l'avance et tout ça. Et à la sortie du tome 1, l'éditeur lui dit maintenant tu me fais ça en 3. Il ne reste plus que 2. Bon, et encore, l'éditeur acceptait de signer le 2 et le 3. Ouais. Tu avais des éditeurs qui étaient des spécialistes du tome 1. Ouais. Et tu n'as jamais les suites. Évidemment, ça décourage l'acheteur. Bah oui, c'est évident. Tu as envie de t'impliquer. Là, tu sais que tu ne pourras pas. Donc, Il y a aussi un phénomène qui a été... tu vois, ça c'est le format classique d'une bande dessinée. Ouais. Après, il y a eu une période il fallait automatiquement le faire en plus grand format. Parce que le grand format est vendu plus cher. Ça, c'est encore une opération des gens du marketing qui pensent... Éditeur. C'est éditorial. Ouais. C'est même quasiment un directeur financier qui décide. Ouais, c'est ça. C'est plus l'amateur de bande dessinée. Beaucoup plus cher de l'éditer et il se fait un peu plus de marge dessus. Sachant que c'est pas non plus l'éditeur qui se fait plus de marge. On se demande si quelqu'un gagne de l'argent dans la bande dessinée. Quand tu vois le camembert de répartition, un auteur, c'est 10-12% du prix d'un album. C'est pas grand-chose, parce que si tu dis que c'est des tirages de 6000... Non. Et encore, si tu me parles de tirage, parce que le mode de distribution de la bande dessinée n'a rien à voir avec le mode, pour le moment, avec l'édition de la BD, du jeu. C'est-à-dire qu'on fait d'ailleurs, c'est rigolo de parler que de tirage, on ne parle pas de vente. C'est que c'est déposé chez les libraires, et puis c'est des retours après. Oui. Donc, Ah mais on n'a aucun chiffre de vente. Ouais. Quasiment pas. C'est impossible. Il n'y a que si tu vois un retirage, tu sais qu'ils ont fait leur seul exemplaire. C'est ça l'idée. Voilà, c'est ça. Donc une BD, c'est quoi? C'est 15 €, 10 €? C'est ça coûte combien? Ça, bah tu vois, c'est le prix là, il n'y a pas de prix voilà, 12 €. 12 €. 12 €. Donc il a quoi? Il a 5%, tu l'auteur 10%? 12%. Et ça, c'est des avances sur droit. Donc il ne touche pas vraiment. Il touche 4 ou 5 000 € maximum sur un tirage pour un an de travail. Parce que les auteurs touchent leur avance sur droit pour faire l'album. Ouais.
Et généralement, moi, j'entends de moins en moins d'auteurs qui me disent qu'après, ils touchent des droits d'auteur. Oui, c'est terminé, oui. Ils ont eu leur avance et puis… Ils touchent leur avance et puis point barre. Ok. Donc, effectivement, on a ce phénomène. Et là, on a effectivement, depuis quelques années, des auteurs qui tirent la sonnette d'alarme. Et d'ailleurs, il y a un phénomène assez exceptionnel, c'est que les auteurs se sont syndiqués. Il y a un syndicat, il y a maintenant plusieurs années, mais c'est un phénomène qui était impensable il y a 10 ans. Dès qu'il y a un phénomène, dès qu'il y a des crises et des problèmes, il faut se mettre ensemble. Il y a 10 ans, les auteurs disaient non, moi je suis. Tous les auteurs, tous disaient non, moi je suis déjà. J'ai pas une relation patron-employé avec mon éditeur. Je fais de l'art. On est partenaire, je suis indépendant, etc. Maintenant, les auteurs, un certain nombre d'auteurs, et pas des auteurs automatiquement vraiment dans le besoin, en tout cas qui ont des difficultés de tirage, des auteurs reconnus, des auteurs qui font des gros tirages et qui réfléchissent à cette évolution, ont essayé d'un peu de fédérer. Alors pas pour avoir une relation, quand ils disent création de syndicats, effectivement ils ont fait le SNAC BD, le SNAC c'est le syndicat national des auteurs compositeurs, je crois, et ils ont fait un département bande dessinée là-dedans parce qu'il y a des problématiques spécifiques à la bande dessinée par rapport aux droits d'auteur, et ils n'appellent pas des relations patron-employé avec les éditeurs, mais c'est tout ce qui touche au contrat, aux droits, ça mettre en avant des problématiques et les droits numériques, etc. Parce que tu as le numérique pour le franco-belge ne représente quasiment rien, c'est 1% à peine de. D'accord. Alors le numérique, c'est parce que je t'avoue, j'ai jamais. Là, je suis pour ce coup, je suis réac. Je sais qu'il y a eu, avec les apparitions des iPads et autres, il y a eu un portage, les BD sur les tablettes. Je sais que j'ai été assez hermétique, parce que pour moi, une BD, j'aime bien la composition, etc. Ça a fait du mal ou pas? Tu dis que c'est peu? Non, pour l'instant, ça ne représente rien. C'est que dalle. 1%. C'est 1%. D'ailleurs, les éditeurs investissent, ils ont du mal, ils ne savent pas trop quoi faire. En plus, ils ne se mettent pas ensemble, donc tu es obligé d'adhérer à plusieurs catalogues pour avoir les albums. Donc ça ne représente rien. Alors qu'aux États-Unis, il y avait un chiffre qui était sorti qui disait que c'était quand même 15% des comics sont vendus en numérique aux États-Unis. En France, c'est rien. C'est que dalle. Donc pour l'instant, le secteur, il fonctionne. Ça n'a pas d'effet. Est-ce que c'est parce que la population française ou européenne est plus vieillissante et plus hermétique à ces appareils-là? Vieillissante ou hermétique, je ne sais pas. En tout cas, les avancées technologiques ont toujours mis un peu plus de temps en France à arriver. Toi, le câble, les Américains ont le câble depuis des décennies. Le câble en France, ça se développe encore. Les outils, iPad, iPhone, etc., viennent plus rapidement. Mais pour l'instant, c'est pour Internet. Quand tu vois Internet… Les jeunes ne lisent pas de manga sur… Si, par contre, justement, ce que je veux dire. La nouvelle génération, les futures générations, elles vont être de plus en plus consommateurs. Tu vois, je suis pas à côté quand même. Il y a encore du téléchargement illégal. Le téléchargement légal, oui, mais ça c'est comme tout. Se fait plutôt sur le manga. C'est comme tout, Tu vois beaucoup plus de titres de comics et de mangas que de franco-belge. Mais c'est rigolo parce qu'aussi dans le monde du jeu, les auteurs, en tout cas, il y a une association en Allemagne, des auteurs qui discutent justement des problèmes de contrat, de droit. En France, il y a des problématiques pour les auteurs de jeux. Ils ne sont pas encore en syndicat ou en association. Ils ont essayé, mais c'est difficile parce qu'il y a eu essentiellement des problèmes avec l'administration pour les cases à cocher. Parce que pour les auteurs de BD, c'est des droits d'auteur, tout ça. Il y a les bonnes cases et tout. Ils sont probablement parce qu'ils ont milité proches des auteurs de romans ou des scénaristes, etc. C'est pas si évident que ça, justement. Si le syndicat s'est aussi créé, parce qu'ils ont aussi les mêmes problèmes. Il y a des problèmes. Quand un éditeur fait faillite, et ça arrive de temps en temps, j'entends souvent des cas où le syndicat va négocier avec les éditeurs, juste avec les éditeurs, de façon à ce que les droits soient payés, que les contrats, ou même récupérés. Il y a toujours des questions comme ça, les cessations de paiement, etc. Les auteurs doivent être payés et régulièrement, en tout cas, il y a eu plusieurs fois, les gens du syndicat sont allés défendre des cas individuels auprès des éditeurs, ne fût-ce que pour faire respecter les droits.
je suis persuadé que dans le monde du jeu, ça arrivera. Hein, les auteurs. De toute façon, c'est le propre d'une industrie de toute façon, hein, quelle qu'elle soit. Il y a un moment donné, tu es obligé de professionnaliser, de réfléchir à toutes les problématiques, parce que tu fais parce que tu as envie, et puis d'un seul coup, la réalité te tombe sur le coin de la figure, et si tu es seul, tu sais pas trop comment le résoudre, sauf si tu es très 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 fort. Mais des gens très 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 forts, il y en a peu. Alors du coup, tu réfléchis, et tu raisonnes, et tu partages ton expérience avec les autres. Il y a encore un phénomène aussi, puisque je parlais des éditeurs et des rapprochements, justement, c'est aussi une consolidation du secteur éditorial. Maintenant, il y a 4 grands groupes qui chaque année, ou en tout cas, oui, chaque année, annoncent un rachat d'un label, etc. Donc actuellement, on a 4 grands groupes qui se partagent 75 peut-être ou 60% du secteur éditorial. Et puis, mais ils font aussi du bon boulot. Hein. C'est pas parce qu'ils sont rapprochés qu'ils vont tout niveler par le bas. Hein. Non. De toute façon, on ne peut pas empêcher. On en parlait récemment avec des gens en dehors de ces émissions à table, parce qu'on est tous très concernés dans le milieu du jeu et pas que par ce qui se passe par rapport au trop-plein, justement, et au fait qu'il y ait, au bout d'un moment, quand le secteur fonctionne et qu'il génère de l'argent, tu as tendance à avoir des financiers qui arrivent, et eux, ils sont très forts dans les rachats. On l'a vu récemment dans le monde du jeu, Asmodée qui rachète des Wonder, etc. Il y a toujours moyen d'avoir des solutions underground. Bien sûr. On n'est pas dans 1984 d'Orwell ou voilà. Si on a l'impression qu'il n'y a plus qu'un groupe qui domine tout ou 3 groupes qui dominent tout et qu'il n'y a rien d'autre, c'est parce qu'en général on vieillit et on ne fournit pas l'effort d'aller gratter pour voir ce qu'il y a en dessous. Je dis que ça va avec l'âge parce que quand on est jeune, on fait feu de tout flamme, on a des réseaux de connaissances, de discussions et on sait qu'il y a un concert de rock organisé dans un sous-sol, qu'il y a une exposition d'art organisée là-bas, on sait qu'il y a machin qui fait de la BD underground dans une école d'art, ils se sont mis à faire un fanzine. Il y a toujours moyen de chercher. Avoir des monopoles n'empêchera, en tout cas dans le monde dans lequel on vit, une société comme la nôtre, comme on l'a en France, n'empêchera jamais la création. Ça sera difficile, ce sera toujours des passionnés, mais c'est inhérent au monde dans lequel on vit. Voilà. Donc dans la BD, tu dis, il y a 4 gros groupes, c'est quoi? Parce que moi, il y a Média Participation. Alors d'ailleurs c'est drôle parce que donc on va mettre dans le désordre, enfin on va pas dire qu'il y a un ordre de taille parce que sinon on va fâcher certains, puisque justement dans son rapport Gilles Ratier a indiqué que le groupe Delcourt était en 3e position et il s'est pris un communiqué de presse assez sec pour dire que non, l'organisme GFK, eux, ils le mettaient en 2e position. Donc, il y a de l'ego aussi dans les... Voilà, donc les grands groupes dans le désordre. Il y a Média Participation, qui est un très gros groupe dans lequel il y a Dargaud, il y a Dupuis, il y a Lombard. Alors c'est ça qui est drôle, c'est qu'en même temps, chacun a ses départements franco-belges. Et ils ont aussi du manga, parce que Média Participation, je ne vais pas dire de bêtises, c'est Kana, voilà. Donc eux, ils éditent Naruto, qui est un carton, voilà, totalement. Et ils ont Urban Comics, qui fait du comics, justement. Donc ils éditent du Batman, il y a une série qui s'appelle Fable. Un jour, il faudra qu'on parle de Fable, c'est une très très bonne série. Donc ça, c'est Média Participation. Et cette construction, on la retrouve dans tous les autres, puisque tu as aussi le groupe Delcourt, qui, lui, édite son propre label, mais ils éditent aussi du comics. C'est eux qui éditent Walking Dead. D'accord. C'est eux qui éditent Hellboy. Ils éditent aussi du manga. Il avait racheté Tonkam. Il a racheté, on va dire, son concurrent le plus direct en termes de niche, c'était Soleil. D'accord. Le jour où Delcourt a annoncé qu'il récupérait Soleil, ils avaient des auteurs, il y a certains auteurs qui, voulant partir de Soleil, avaient prévu et essayer de négocier avec Delcourt parce que le public était le même. C'était vraiment du jeune adulte, etc. Donc, ils étaient sur une même niche. Donc, tu as le groupe Delcourt, tu as le groupe Glénat qui édite déjà sur son propre label. Alors, ils font pas que de la bande dessinée d'ailleurs. Et ils font aussi ceux qui éditent One Piece. Donc, qui est aussi un gros carton en manga. Ils ont le Vent d'Ouest. L'année dernière, ils ont fait plein de rachats. Ils ont racheté 12 bis, qui était un éditeur qui avait récupéré Bourgeon, qui nous rappelle Bourgeon. Donc voilà. Ils ont récupéré Kid Paddle. Ils ont récupéré Albin Michel en 2010. Donc toi, ces entités-là en achètent d'autres.
conserve les catalogues et il développe ou il continue à développer parce que chez chacun de ces éditeurs, tu retrouves du franco-belge classique grand public, tu retrouves aussi de la niche un peu plus roman graphique. Dupuis à la collection Air Libre, Delcourt a fait aussi des collections un peu plus petites en noir et blanc, Essaye de toucher tout ce qui existe Ils comme touchent lecteur. tous, voilà, tout à fait. Partout où ils peuvent aller, ils vont, les gars. Ouais. Normal. Et puis tu as le quatrième, c'est le groupe Madrigal, c'est Gallimard Flammarion. Donc là-dedans, tu as Casterman, tu as Fluide Glacial, etc. Toi. Donc voilà, Fluide Glacial, Casterman. Oui, on voit où on est. Tu as une plage assez grande. Complète du public. Donc voilà, ça c'est les 4 gros groupes. Et puis après, il y a plein de petits qui font de très beaux travaux, un très beau travail éditorial. Certains font aussi du grand public. Hein, et il y en a encore qui se créent. Hein, donc comme quoi... C'est toujours vivant. Il y aura toujours des passionnés, quel que soit le secteur, qui feront des choses. Hein. Prenons le cinéma aussi, hein. Il y a un parallèle assez intéressant par rapport à la BD ou aux sociétés. Il y a les grosses compagnies américaines qui nous sortent des gros blockbusters, mais on n'empêche pas de faire des petits trucs un peu underground qui parfois surgissent de nulle part. Et on fait « Oh, dis donc, c'est intéressant », et puis ça devient des gros succès. Mais il faut savoir où aller les voir. Ça ne sera pas dans les pâtés ou du complexe de 12 salles, ça sera ailleurs, mais il faut un peu se bouger. Et moi j'ai l'impression par contre que le franco-belge a un peu laissé les enfants de côté. Oui. Il s'attaque plus au public adulte. Il suffit de voir la presse, hein. Donc je te dis, il y a on va regarder alors. Le seul que je... C'est la presse pour s'y connaître. Hors tout ce qui est Mickey, etc., puisque là on est sur une niche particulière. On parle là de presse qui édite des auteurs francophones et qui font un peu vivre aussi la création. Donc tu as Spirou, c'est le dernier. Alors Spirou, ils ont fêté leurs 75 ans l'année dernière. Hein, donc c'est... ils éditent un petit peu de tout. Quand tu vois le contenu, c'est de la jeunesse, mais il y a pour à peu près tous les publics. Ils reprennent Lucky Luke, ils rééditent d'ailleurs. Ils profitent de leurs achats. Tu as l'Agent 212, la série depuis je ne sais plus combien d'années. Mais c'est quasiment le seul magazine pour les 12 ans. Quoi. Ouais, c'est ça, hein. Dire, donc, quelque part, ça donne aussi une indication d'où va le secteur. Ouais. Effectivement. Mais il ne faut pas qu'ils négligent les enfants parce que c'est les lecteurs adultes de demain, donc il ne faut pas les négliger. C'est les lecteurs de demain. On a l'Enfeustemag qui, lui, est plutôt pour les ados, c'est Soleil. Oui, d'accord, oui, forcément. Ouais. Donc voilà, on est sur ados, jeunes adultes, du dessin, voilà, c'est aventureux, c'est avec des filles assez jolies, voilà. Hein. Est-ce qu'ils parlent de jeux de société, ces revues-là, de temps en temps, pas encore? De temps en temps, je crois que l'Enfeust aborde un peu le jeu de société de temps en temps. Mais toi, c'est bon. C'est plus sérieux. Il y a des fesses, hein. On voit, c'est tout de suite voilà, plus adultes, quoi. Il faut préparer les jeunes adultes de demain, consommateurs de fesses. Mais voilà, on est sur un public ado, jeune adulte. Donc, il y a du roman. Okay. Alors là, il y a du contenu. Hein. Et là, ça, c'est la publication, donc c'est de la pré-pub. Là, on met 5,25, 5,25 €. 5,20 €, pardon. Donc, en termes d'humour, toujours qui publie des auteurs, on a le classique Fluide Glacial, Psychopathe, L'écho des savanes. Ça, j'ai un affectif avec Fluide Glacial. J'ai été caricaturé dans un numéro de 1987. Oula! Ouais, alors, Fluide, ils sont passés par des hauts et des bas. Ils ont eu des problèmes, entre autres. Il y a quand même pas mal de rédacteurs en chef qui ont bougé, qui ont changé. Je ne sais pas où ils en sont maintenant. Ils se sont beaucoup cherchés en termes de ligne éditoriale. Ouais. Psychopathe, c'était une alternative à Fluide Glacial à l'époque. Parfois, des auteurs qui sont ensemble, hein, puisque c'est par le frère de Lédica. Ouais. Donc, Chicla, Ziv Lacoque. On avait un groupe de musique dans les années 80 qui s'appelait Chicla, Ziv Lacoque. Ziv Lacoque and the Craquitos, en hommage à Lédica, forcément. Alors, c'est un trait... c'est l'humour. Là, on est sur l'humour potache. Voilà. Félix qui dessine comme réserve. Mais, tu vois, ça fait encore...
ça publie encore des auteurs. Ouais, Voilà. ouais, bien sûr. L'écho des savanes, beaucoup moins quand même. Justement, maintenant, c'est beaucoup plus de rédactionnel quand tu le feuillettes. Ouais. Ils attirent vraiment le public adulte. Et ça a toujours été la ligne. L'écho des savanes, il y a toujours les femmes à poil. Ouais. Hein, c'est ça. C'est Villemain, etc. Mais maintenant, il y a très très peu de pages de bande dessinée. Il y en a beaucoup, beaucoup moins. Et il n'y a quasiment que ça. Le reste, maintenant, c'est la publication qui parle de bande dessinée. C'est ça, j'allais y venir. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a pour s'informer sur la BD en France? Pour s'informer, alors on a Casemat, on a DBD et on a l'Immanquable. Donc ce sont 3 journaux, 3 magazines qui... alors l'Immanquable fait un peu plus de pré-publication d'ailleurs, c'est le principe, ils font de la pré-pub. Je ne sais pas si les auteurs d'ailleurs sont particulièrement rémunérés là-dessus, j'en sais rien. Enfin, je demande. Et sinon, c'est de la chronique. C'est plus de la chronique. Il y a quelques interviews, mais il n'y a pas. Enfin, voilà. Tu cherches, tu veux avoir des avis, c'est les supports. Ouais. Parce que là, il n'y a pas d'avis. Là, c'est que des bouts de planche. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, c'est que des morceaux. De toute façon, l'Immanquable et DBD, c'est le même éditeur. Donc l'Immanquable, il s'est basé sur la pré-pub, et DBD, c'est beaucoup de chroniques et quelques interviews. Au niveau des prix, là, on est quasiment. C'est un mensuel, ça? Oui. C'est 8,90 tous les mois. Voilà. Ça ressemble plus à un magazine qui va nous informer sur un... Tout à fait. Alors, il y a quand même quelques interviews qui sont pas mal, qui sont intéressantes, et beaucoup de chroniques. Ok. Voilà, ça ressemble à un magazine. Voilà, un magazine. Donc ça, c'est ce qui existe en presse. Et puis Casemat, pareil, même chose, c'est le même, le même format. Parfois, ils ont des opérations particulières, donc ils arrivent à... Voilà, ils disent, on a le Black et Mortimer qu'on prépublie, etc. Tu vois, à propos de Black et Mortimer, il y a un jeu qui va arriver chez Star. Oui, j'ai vu ça. Black et Mortimer. Tout à Witness, on va bientôt en parler sur Trick Track. Ok. Et ça, donc ça, c'est la presse qui en parle. Et puis, alors justement, il y a aussi, quels sont un peu dire les nouveaux secteurs, les nouvelles formes. Les nouvelles formes, il y a aussi du mouvement. Et d'ailleurs, les auteurs se prennent un peu en main. Alors, il y a eu les blogs, Martin en est l'exemple. Il y en a pas mal. D'ailleurs, Martin arrive aussi à vivre grâce à son blog et une petite pastille. Alors, il est associé à un journal, donc c'est très politisé, très instantané. Il se passe ça, je fais un truc. Mais il y a pas mal de dessinateurs qui font ça. Premier, enfin, je ne veux pas dire des bêtises, mais un de ses premiers ouvrages qui était Journal des remplaçants, et là, c'était une chronique personnelle, a été au départ publié sur un blog, ou en tout cas sur un site internet, et c'est avec ça, grâce à ça, qu'il a trouvé l'éditeur. Je ne sais pas si ça a été le succès, mais en tout cas, ça a intéressé l'éditeur suffisamment pour faire quelque chose. Voilà, mais il a dû faire toutes ses planches avant, c'est pas un projet et on signe. Tu as Boulet qui fait un blog, et du coup les blogs fonctionnent très très bien. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure du professeur Moustache. Tu as des blogs qui fonctionnent très très bien, et du coup les éditeurs signent pour en faire des albums derrière. Et puis il y a un site qui s'appelle Professeur Cyclope. Professeur Cyclope, qui est une sorte de laboratoire de test, donc les gens s'abonnent et ça crée, et des auteurs créent de la bande dessinée juste en numérique. Et maintenant, justement, Casterman commence à les publier aussi en livre, mais on peut acheter de la bande dessinée, s'abonner à de la création. D'accord, on lit au fur et à mesure de la journée. Il y a du bon, du moins bon, et après on prend que le bon. Voilà, ce qui a été apprécié, on le sort. Et puis, il y a la revue dessinée. La revue dessinée, du coup, on va en venir après aux nouveautés. Donc, c'est le numéro 5. La revue dessinée. C'est beau, ça, dis donc. C'est un très, très bon bouquin. J'aime beaucoup le format, moi, le gabarit. Ouais, c'est une excellente revue. Puis moi, ça, tu vois, alors voilà, c'est ce que j'aimais dans la BD dans les années 80-90. Là, on a Book et compagnie. Là, c'est du Crécy. On a du high level en termes d'auteur. Et le rédactionnel, c'est un projet éditorial tenu par des auteurs, avec des partenaires, etc. Mais clairement, ce sont les auteurs qui s'occupent du rédactionnel et la ligne éditoriale, etc. Et c'est donc la revue dessinée, c'est un support de documentaire bande dessinée. Ouais. Donc là, par exemple, tu as un bouquin complet. Ah oui, c'est vrai. Là, tu as un bouquin complet, clairement. Ouais. C'est Étienne Davodo et un journaliste de France Inter. Je ne veux pas dire, faut quand même le citer. Au début. Il est là.
Et elle est très longue. Ah non, c'est un bouquin complet. Hein. C'est Benoît Colomba, voilà, qui ont fait et donc Étienne Davodo au dessin, qui ont fait un reportage, une enquête sur l'assassinat d'un juge français dans les années 70, scandale politique, etc. Et donc c'est vraiment avec des interviews et qu'ils ont redessiné. Étienne Davodo est un des grands précurseurs du reportage BD. Au départ, avant, il est publié en bouquin. Maintenant, il est fait aussi dans la revue dessinée. C'est-à-dire qu'il prend un sujet et il le traite en bande dessinée, en faisant des interviews, en leur prenant, etc. Il y a du rédactionnel, beaucoup de rédactionnel. Donc ça, ils ont fait là, ils travaillent sur un peu sur tout. Tu as voilà, Tiananmen, tu as un documentaire aussi sur, en tout cas une analyse sur le pourquoi des élections en Écosse. Pour les séparatistes écossaises. Il y a, là, c'est un documentaire sur les emprunts toxiques et le poids que ça représente sur les collectivités locales en France. Donc, tu vois, ils expliquent. Ils font un travail journalistique. Boris Vian. C'est juste magnifique. C'est juste beau. C'est juste très beau. Et puis il y a des très grands auteurs. Donc c'est sur Pierre Etex. Et c'est Carlos Nin qui est au dessin. Yo-Yo, un film de Pierre Etex, est un des plus beaux films qui a été fait en France. J'adore ce film. Si vous ne connaissez pas Yo-Yo, il faudrait qu'on fasse une émission sur le cinéma un jour. Non, c'est le dessin. Moi, après c'est une question de goût, hein, mais personnellement j'adore. J'adore le trait là. Et là, Carlos Nin a rencontré Pierre Etex. Et tu vois, donc au départ, c'est j'ai des BD de ce mec-là à la maison. Un entretien. Après, il y a un article un peu plus interview derrière. Mais là, tu allies à la fois le sujet et l'illustration par un très, 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 très grand dessinateur. C'est juste magnifique. Regardez-moi ça. C'est juste. Il y a des spécialistes qui nous regardent. Hein. Voilà. Carlos Nin, c'est juste magnifique. C'est un monument, c'est un monument. Donc voilà, ça c'est un très très bon support. Combien, ça la revue dessinée, c'est 15 €. 15 €. 15 €. C'est tous les c'est trimestriel. 15 € tous les trimestres, 5 € par mois, ça va. Et puis là, il y a du contenu. Ça c'est juste. Il y a vraiment du contenu. Je ne connaissais pas, c'est juste très très bien. Et c'est excellent. Et ils vivent beaucoup. Et donc ça marche très très bien. Ils en sont donc au 5e numéro. Et ils ont une idée de qui achète ça? Ils ont un profil sur TechCrack 25-35, bon niveau d'études, fort pouvoir d'achat. Je sais pas. Là, ils ont quoi? Je sais pas, mais en tout cas, tu le trouves. Ce qui est bien, c'est que tu peux t'abonner, et donc ils ont quand même pas mal d'abonnés. Et aussi, tu peux aussi le trouver dans les librairies spécialisées. D'accord. Et même dans les librairies généralistes, je pense maintenant, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Mais peut-être c'est quand même un peu comme aussi des bouquins comme 21. Je ne sais pas si tu connais, c'est pareil, c'est des supports un peu nouveaux qui sont semestriels ou trimestriels. 21, c'est des gros documentaires avec beaucoup de photos, etc. Et on est sur une nouvelle forme de journalisme documentaire. C'est-à-dire que ça, c'est un des moyens intéressants de contrer Internet. Parce que là, tu as le temps de préparer ton dossier pour de vrai, écrire des trucs intéressants et de faire une mise en page qui est plaisante à regarder. Tu vois, ça change. Quelque part, pour moi, c'est pas une réponse à Internet, c'est plus une réponse au traitement de l'actualité par les grands médias nationaux maintenant. Tu vois. Aussi bien la télé que... Voilà, là, tu as de l'analyse. Les gens cherchent de l'analyse. Bien sûr, oui. Comme on va sur l'actualité de plus en plus rapide, l'info doit être de plus en plus rapide. Là, tu prends ton temps, on y va. Mais tu sais, l'accélération de l'information à la télévision et autres, c'est la faute à Internet. Parce qu'on va tellement vite avec Internet qu'à la télévision, ils sont obligés. Sinon, ils ont déjà, tu regardes le journal de 13h, si tu as été un peu sur Internet la matinée, tout ce qu'ils te disent, tu le sais déjà. Donc ils sont obligés, et donc ils s'accélèrent. Et voilà, on prend le temps. Là, on prend le temps dans des émissions de la TechCrack TV pour parler de choses. Oui. On a fait l'alinéa sur la guerre de 14, on a pris 2 heures. Là, on va prendre le temps qu'il faut et on reviendra pour en parler d'autres. C'est une belle alternative. Et du coup, on était sur les nouveautés. Et ben voilà, on va le faire pour parler des autres nouveautés. Tu en as amené. Alors, tu as fait. On en a amené. J'ai fait une sélection. 75 par semaine. Donc là, on a quelques sorties août-septembre. Pour l'instant, je me suis avant tout basé sur du franco-belge un peu classique, un peu grand public. Il n'y a pas d'indépendance. Et surtout justement, c'est des gros éditeurs. La plupart, excepté un. On est chez des éditeurs, les 4 gros. Mais c'était pour montrer un peu la diversité de la production actuelle et des nouveautés qui sortent en septembre qui valent le coup d'être. Donc elles sont à peine arrivées là. Certaines datent du mois d'août, certaines ne sont pas encore sorties, certaines sont sorties aujourd'hui.
Ah ouais, oh, bah dis donc, on est au taquet. Hein. Voilà. Je veux dire, Christophe. Celle-là, je l'ai prise tout à l'heure, elle est sortie vraiment aujourd'hui. t'as été Je corrélateur. l'ai achetée tout à l'heure. Alors, on y va. Le premier, donc on est sur survivants. Ce qu'on va faire, c'est que voilà. je vais les pousser. Donc Comme survivants. ça, on a au milieu. T'as même amené des. Bien sûr, on a des planches, Quand on aura un vrai générique et tout, je veux dire, ça va te la donner. Voilà. Donc on a Donc, ça. Les survivants, c'est pour les amateurs de science-fiction et de dessin un peu léché. Léo, alors Léo, je remets un peu dans le contexte. Ouais. C'est un auteur qui est très connu pour une série qui s'appelle Aldébaran au départ, qui a plusieurs cycles. C'est un auteur qui travaille, donc l'univers, d'ailleurs c'est une série parallèle à son univers d'Aldébaran. Le principe, ce sont des humains qui vont coloniser des planètes à travers le monde. Et ces planètes présentent des dangers pour les humains. C'est pas, ils n'arrivent pas avec des milliers et des milliers d'habitants, ils arrivent pour des premiers colons et ils tombent sur des univers un peu particuliers. Clairement, l'auteur se fait plaisir sur le graphisme puisqu'il invente une faune et une flore très très imaginative. Donc c'est pour les auteurs, les lecteurs qui aiment beaucoup la création de fantastique, mais presque écologique, tu vois, parce que le mec, il a un fond. C'est pas des vaisseaux spatiaux, des grandes cités dans l'espace, c'est une faune et une flore totalement imaginatives. On est vraiment sur ça, c'est de la nature, voilà. Il invente des phénomènes, géographiques, géologiques, météorologiques. Donc il a un propos comme ça d'explication de l'univers et du monde. Et généralement, toi, il invente des animaux. Et c'est très original. Nous montre des. Voilà, il montre des planches. Et les personnages sont plutôt des pacifistes, un peu écolos. C'est une très très belle série. Et donc le tome 3 des Survivants vient de sortir. Et ça, pour les amateurs de science-fiction et de calme, c'est reposant. Ouais. C'est une très bonne série. D'accord. Les Survivants, voilà. On a vu. Rien à voir. On va être dans le côté un petit peu décalé, un peu humoristique. Ratafia. Là, on commence donc les côtés un peu. Non, d'ailleurs, les Brigades du Temps, pardon. On avait les Brigades du Temps. Il est où alors? Pas ici. Ah, il n'est pas là, tu l'as là-bas. Ah oui, parce qu'on a des vrais, mais il n'y a pas des vrais. Parce qu'on restait de science-fiction. Alors, on passe de science-fiction, on reste dans la science-fiction. Mais on va avoir les Brigades du Temps. Nod, il doit avoir la couverture et les planches. Les Brigades du Temps, c'est chez Dupuis. Donc, c'est une série, c'est le tome 3. C'est une série pour la jeunesse. C'est plutôt pour. C'est de la science-fiction qui se passe dans Voyage dans le temps. Mais il y a une originalité, donc tu connais Valérian. Bien sûr. Donc, généralement, quand on fait une série où les gens voyagent dans le temps, donc c'est pour réparer des erreurs ou des dégâts. Parce que voilà, tu as aussi les méchants du futur qui viennent changer le passé, et donc les gentils du futur reviennent dans le passé pour corriger et améliorer et annuler les effets négatifs. Eh bien, les Brigades du Temps, c'est très particulier parce que justement, on est toujours sur des gentils et des méchants du futur. Sauf que quand les méchants interviennent sur le passé, tu ne peux pas remplacer. Ah, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Et donc l'objectif des gentils, c'est de faire que l'événement qui n'a pas eu lieu soit corrigé par un autre événement. Parce que finalement, tu prends, et le premier album, je te donne un exemple tout simple, le premier album, c'est Christophe Colomb arrive en Amérique. Les méchants l'ont fait un peu décaler, un peu plus vers le sud. Il tombe chez l'adducteur de tête et il se fait assassiner au débarquement. Donc il ne découvre pas l'Amérique. Donc il ne découvre pas l'Amérique. Donc on dit, c'est fini, c'est foutu. Non, parce que d'autres peuvent découvrir l'Amérique. Il n'était pas tout seul sur le bateau. Oui. Donc le principe des gentils, c'est de faire, revenir les survivants en Europe et d'arriver à faire qu'un nouveau convoi débarque et débarque où il faut. Ça fera un excellent univers pour un jeu de rôle, ça. Un excellent univers pour un jeu de rôle. C'est rigolo. Et donc, le premier tome, les deux premiers de la série sont justement sur Christophe Colomb se fait zigouiller avant de débarquer. Et le tome 3, pardon, c'est un one-shot. Que se passerait-il si Pearl Harbor, les Américains gagnaient? D'accord. Il revisite l'histoire. Parce qu'ils partent du principe que si les Américains avaient gagné Pearl Harbor, ils n'avaient pas été pris par surprise, ils perdaient la guerre. D'accord. Ah oui. Et ça ne les rendait pas fous. Voilà. Donc, les histoires, donc on a deux héros qui vont dans le passé pour essayer de
de faire que l'événement final ait lieu réellement. Mais par contre, donc ça, il y a des histoires individuelles, mais il y a aussi une trame parce qu'on ne connaît pas les personnes qui changent l'histoire. Donc on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas leur but, et on sait, enfin grosso modo, c'est quelque chose qui va venir sur la durée d'une série, tu vois. Donc il y a des histoires one-shot qui sont intéressantes parce que du coup, tu as la fin tout de suite de l'événement, mais par contre, tu as aussi une intrigue en fil rouge. D'accord. Et du coup, comme on était sur la jeunesse, on reste un peu dans la jeunesse. Donc avec Ratafia. Ratafia, c'est une série de pirates de Potier, Pilet, Salcedo, chez Très Étrange. Donc là, maintenant, les 4 premiers de la série étaient une histoire complète et maintenant on est sur des one-shots. C'est une série de parodies de pirates. Ce sont des pirates, mais il leur arrive toujours des petits malheurs. Donc le capitaine est tout petit, il est totalement décalé par rapport aux univers des pirates. C'est une série qui est très très enlevée. Donc là, tu vois, il a emprunté un bouquin sur une île, à la bibliothèque d'une île, et sauf qu'il l'a pas rendu en temps et en heure, et il a une amende qui correspond à l'ensemble de son trésor. Ah oui. Donc l'objectif, c'est de retrouver le bouquin. Ok, je vois l'idée. Ouais. Voilà. Et il y a une course poursuite ils sont poursuivis par la bibliothécaire qui essaye de leur faire payer l'amende c'est rigolo ça. Voilà. Ok. C'est un peu plus pour les enfants. C'est la jeunesse, c'est enlevé, c'est amusant, c'est léger, c'est sympa. Les traits sont un peu plus rudes que notre jeunesse à nous. Oui, mais complètement. C'est un peu plus adulte quand même. Là, c'est pour tout public, parce que les gens qui aiment, c'est beaucoup sur le dialogue, sur l'absurde, etc. On a SOS Météo. Alors justement, je vais montrer les deux parce que c'est les deux ensemble. C'est les deux ensemble. Parce que donc on parlait d'humour et là on va parler de la parodie un petit peu. Donc là, Ratafia, c'est une parodie de pirates. Donc là, on croit que c'est du Black et Mortimer, mais on pas croit du tout. C'est Black et Mortimer, c'est Philippe et Francis. Eh oui. Parce que les auteurs, Pierre Weiss et Nicolas Barral, ne respectent rien. D'accord. Oh, c'est des braves gens. Nous, on aime beaucoup ça. Ils ne respectent rien. Il y a plusieurs années, ils avaient saccagé Sherlock Holmes avec la série Baker Street, qu'on peut montrer d'ailleurs. Voilà. Elle est ici. On peut montrer Baker Street, qui était donc c'est Sherlock Holmes et ses enquêtes avec Watson, mais c'est complètement décalé. Sherlock Holmes n'est pas un imbécile, mais il est très imbu de lui-même. Et généralement, c'est de la parodie, c'est absurde, c'est très très drôle. Et aux éditions d'Argo, donc le même éditeur que Black et Mortimer, ils ont fait la même chose avec Black et Mortimer qui saccagent joyeusement. Donc c'est les aventures de Philippe et Francis. Ce sont vraiment Black et Mortimer. Ça fait ouvertement référence à Jacobs. Ils n'ont pas eu de procès. Mais non, parce que c'est le même éditeur. Ah oui, donc il a les droits, mais oui, au contraire. Ils ont les droits, mais alors du coup, en plus, il y a des références. Il y a des références à Orange Mécanique. Orange Mécanique de Kubrick. Donc Mortimer, toujours avec ses problèmes de surpoids et de régime. Et donc là, il y a une histoire où donc il y a toujours Ulrich, qui est un abruti notoire. Il y a Philippe Black, le colonel Black, vit encore chez sa mère. Donc là, l'histoire se passe où il se fâche avec sa maman et il va demander à Mortimer de l'héberger. D'accord. Et Mortimer en a rapidement marre. Tu m'étonnes. Voilà. D'accord. Et donc c'est une parodie qui fait référence à SOS Météor, d'où le SOS Météo. SOS Météor, vous savez, les méchants agents de l'Est qui trafiquaient la météo pour faire que l'Europe soit sous les déluges et permettre aux armées étrangères d'envahir l'Europe. Et bien SOS Météo, c'est totalement décalé. Et, voilà. Et donc c'est de la parodie, c'est très amusant. Alors après, comment s'amuser en se cultivant? D'accord. La Ligue des économistes extraordinaires, c'est de la bande dessinée, mais pas que. Déjà, c'est fait par un journaliste, donc les textes sont rédigés par un journaliste de la presse économique. C'est des biographies, pas des biographies, mais il y a 40 économistes qui sont traités. On explique un petit peu. Ah oui, c'est pas que de la BD. C'est pas que de la BD, mais c'est avec un humour un peu décalé et des illustrations BD. On en a quelques-unes aussi en planche. Voilà. Il y a beaucoup de textes. Et donc il y a beaucoup de textes. C'est thèse, antithèse, foutaise. Voilà. Donc et pourquoi il s'est planté aussi. Forcément, oui. Donc ça explique un peu le principe de chaque économiste. C'est pas mal, et c'est aussi une vision un peu décalée. On voit les petites cases. Voilà. Et pour chacun, oui, mais ça c'est des trucs à donner à l'école, ça. Voilà. T'as raison, non, c'est comment. Tu apprends plein de choses.
D'accord. Pour quelqu'un qui ne connaît pas l'économie, ou même quelqu'un qui connaît l'économie, c'est des profils. C'est des profils. Charles Fourier, 1772-1837, sa vie, thèse, antithèse, la petite bulle, Voilà. qui explique son truc. L'anecdote qui tue. Voilà. Et pourquoi il s'est planté. Karl Marx, voilà. Non, Ils y sont tous, ils sont 40. D'accord. Et ça fait partie de une forme de bande dessinée qui est ludico, pas ludico, pédago, humoristique, humoristique, voilà. que je me fous de ta gueule. Voilà. Hein. Ok, c'est rigolo ça. C'est pas le truc vers lequel tu te précipites quand tu le vois en rayon. Et c'est son d'argot et c'est pas mal du tout. Hein, et on apprend pas mal de trucs. Et alors aussi, ça c'est un de mes préférés, c'est Tu mourras moins bête. Donc ça vient d'un blog, c'est Marion Montaigne qui a inventé un personnage qui s'appelle le professeur moustache. C'est lui. C'est elle, c'est une femme blonde avec moustache, professeur moustache, Ah, voilà. Okay. Et donc elle tient un blog. L'album est sorti aujourd'hui et donc le 17 ça sort là aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui, tout à fait. Et donc mercredi. ce sont des questions scientifiques et elle explique tout ça en bande dessinée. Donc elle fait des pastilles sur son blog, c'est ça Elle fait c'est ses pages sur son blog. Comme Martin. Comme Martin, totalement. Et donc tu as des questions. Mais dessinées en pas pareil. Oui, alors on dit c'est un dessin efficace. Il faut savoir qu'elle sort de l'école des Gobelins, qui est une des écoles de dessinateurs les plus pointues. Donc c'est un style réel. C'est pas quelqu'un qui ne sait pas dessiner. C'est quelqu'un qui fait exprès clairement. Et tu as plein de questions. Donc c'est comment perdre son gras. C'est pourquoi ça fait mal quand on se prend un coup de genou dans les parties sensibles. Mange-t-on des araignées quand on dort. Et donc c'est un blog scientifique parce que ce qu'elle explique, c'est la vérité. C'est la vérité. D'accord. Un peu comme Martin. Martin, s'il explique, c'est la vérité. Oui. Hein? Ok. Et c'est parodique, mais tu apprends énormément de choses sur la science. D'accord. Et puis c'est fourni, parce qu'il fait combien de pages celui-là Il a près de 200 pages, je suis sûr. Ouais, 250, 252, c'est énorme. Oui, tout à fait. Là, je suis à 250, là, tu vois, donc il y a de quoi faire. C'est le genre de bouquin aux toilettes, ça, c'est et super. toute la bibliographie qui explique d'où viennent ses sources. Et parfois, d'ailleurs, elle est invitée par des scientifiques à visiter leur laboratoire, etc. Parce que ça vulgarise un peu, voilà, bien sûr, évidemment. Et donc là, pour celui-ci, donc le premier était sur le cinéma. Donc c'était pourquoi tout ce qui se passe au cinéma est impossible. D'accord. Et celui-ci, donc on a, alors je vous donne quelques titres de sujets. Donc étudier les animaux dans les yeux, les robots de demain auront-ils notre peau, les WC de la peur. Les WC de la peur. Les WC de la peur. C'est ici les WC de la peur. Anatomie du poney, comment ça marche la gueule de bois, etc. Tu apprends énormément de choses. Bon, ça, et ça, c'est excellent. Je le conseille très, très fortement. C'est ton petit favori du moment. Ça, c'est un de mes sujets. Ça, c'est un de mes auteurs préférés. Okay, quelque chose qui est très, très bon aussi, d'ailleurs. On change de registre. Hein. Donc, on est maintenant sur Texas Cowboy. Donc là, on va se souvenir sur l'histoire. 19e, 18e siècle. Là, on va un peu, d'ailleurs, revenir un peu dans le passé. Donc, Texas Cowboy, par deux auteurs, donc c'est aux éditions Dupuis, c'est chez Dupuis. Non, c'est pas marqué. C'est Trondheim et Mathieu Bonhomme. Mathieu Bonhomme, qui est un dessinateur de très, très grand talent. J'adore ce dessinateur. C'est un dessinateur, il a une sorte de classe, je trouve. Oui, c'est propre. Il y a une élégance totale dans son dessin. Trondheim, alors, normalement on ne le présente plus dans la bande dessinée, mais je l'ai représenté, c'est un des auteurs les plus prolifiques, c'est un des parrains de la bande dessinée francophone actuelle. C'est un des auteurs qui a co-créé l'édition, l'association. Okay. Donc il a vraiment, ils font partie des précurseurs de la bande dessinée indépendante. Et maintenant, il édite, non seulement il fait de la BD indépendante, mais il fait aussi chez les grands éditeurs. Et là, c'est un western. Oui. C'est violent. C'est justement, c'est du western. Enfin, c'est vieux. Toi, ça en jette. Mais il n'y a aucune image gratuite, il n'y a aucune violence gratuite. C'est un western un peu décalé à la Sergio Leone. D'accord. Il n'y a pas de héros. Enfin, le héros, il y a un personnage principal. Les têtes de chapitre, c'est beau. C'est magnifique. C'est quoi, ce sont des micro-histoires ou Non, c'est une histoire, mais qui est chapitrée, puisque le héros est justement un journaliste, enfin un romancier, qui raconte des histoires du western. Et il les vit. D'accord. Donc, normalement, il vit à Boston, et il va dans le Far West,
au départ pour faire un reportage. Et il vit du coup de raconter ses histoires. Ces histoires, il les vit. Mais du coup, comme c'est pas un cow-boy, comme c'est un romancier, etc. Lui, c'est pas le gars qui va flinguer et qui déjà il évite les balles perdues. Et puis, si on le traite de femmelette, si le type qui le traite de femmelette, il a des flingues et c'est un gros costaud, donc, il dit rien. C'est joli. Et c'est très très beau. C'est une très bonne histoire. C'est des histoires one-shot à chaque. C'est le tome 2. C'est un pur bijou, je le conseille aussi fortement, entre autres pour les amateurs de Sergio Leone. Autre chose, là on revient un peu encore dans le passé, donc là on a 10 non, moi je dirais qu'il y a d'abord un autre truc que tu n'avais pas en vrai. La banque, il est efficace. C'est la banque, Non, j'ai pas vu la banque moi là-bas. Ok, bah alors la banque alors. C'est la banque normalement. Voilà, le voilà. Ok. La banque, c'est alors au départ donc aussi un phénomène en ce moment éditorial, c'est que il y a des sujets, ils font un peu la télé, les cinémas, etc. Donc la bande dessinée les reprend. Donc la banque, la finance, etc. C'est un sujet. Il faut expliquer pourquoi c'est mal. Bien. Voilà. On explique pourquoi c'est mal. Moi, quand vous avez vu au départ une BD qui s'appelle La Banque, j'ai fait oh là là, ça risque encore d'être un peu caricatural. C'est un peu comme ceux qui veulent parler de la politique ou de l'entreprise sans jamais avoir été dans la politique ou dans l'entreprise. Parfois, c'est un peu caricatural. Et finalement, j'étais très, très agréablement surpris. Alors déjà aussi, c'est pareil, le scénario, c'est un journaliste qui connaît bien le milieu financier qui fait scénario. Ça se passe au 19e siècle. Il y a un petit côté Zola, je trouve. Graphiquement, c'est magnifique. Enfin, moi, j'aime beaucoup parce que c'est un dessinateur il est très, très fort sur les décors. Sur les personnages, c'est très très fort. Tu retrouves vraiment dans l'ambiance. Le tome 1 se passait à Londres et expliquait comment, via deux personnages que l'on suit, c'est une famille française qui s'est exilée après la Révolution parce qu'ils étaient nobles, qui se retrouvent sans un sou à Londres et qui essayent de refaire fortune. Donc, le premier tome se passait à Londres et expliquait comment il y a eu de la spéculation sur le résultat de la bataille de Waterloo et ça a permis, entre autres, à la branche anglaise des Rothschild de décupler leur fortune sur un coup de bourse. Et là, celui-ci parle c'est 25 ans après, parle de tout ce qui touche à la spéculation sur les chemins de fer. Le développement des chemins de fer qui a eu lieu en France parce que en 1815, il y avait, enfin même en 1830, etc., c'était vraiment le développement des chemins de fer, il n'y en avait pas en France. Et du coup, les premiers projets de l'État qui décident de développer un peu les chemins de fer en France vont automatiquement créer la spéculation et des créations d'entreprises privées, etc. Et ça raconte ce phénomène-là à travers, c'est toujours les deux mêmes personnages. Pour moi, il y a un côté Zola. D'accord. Voilà, tu as l'impression de lire un peu du Zola avec des dialogues contemporains. Et ça t'explique un peu l'époque. Et ça remet dans le contexte. Après, d'ailleurs, il y a un petit cahier qui explique le contexte. D'accord. Qui explique en quoi l'histoire se base sur la réalité. On dirait la caricature du patron du MEDEF actuel. Donc, et c'est une très très bonne série. Alors, ça, c'est pas le nouveau, c'est le prochain. Enfin, c'est le nouveau, oui. Mais c'est la fin du précédent cycle. Nod doit avoir la couverture de l'album qui va sortir, mais on ne l'a pas encore d'ailleurs. Mais Nod, voilà. Donc, c'est La Guerre des Cendres. On est maintenant au nouveau cycle qui s'appelle Maxime et Constant. Je t'ai mis celui-là pour que tu puisses feuilleter, parce que c'est le même dessinateur. C'est l'album précédent. D'accord. La Guerre des Cendres. Alors, Cendres, c'est une série magnifique aussi. C'est un grand classique qui date de 85. Isler l'a créé. Donc, c'est du romantisme. Le premier se passait sous Louis-Philippe. C'est une histoire des problèmes d'une famille dont manifestement les aïeux, il y a une malédiction qui traîne sur cette famille-là par rapport d'amour, c'est-à-dire qu'on tombe amoureux de personnes qui ont les yeux rouges, et généralement c'est du romantisme absolu, donc il y a toujours des décès, des morts, etc., la déchirure. Et Maxime et Constance, donc les tomes 1, parlent des aïeux. C'est une très très belle série,
On est sur du romantisme. C'est aussi beaucoup de perversion quand même. Hein, Ouais, j'imagine, oui. parce que il y a de l'inceste. D'accord. Toute cette malédiction finalement vient d'un péché originel. Ok. Et on suit maintenant les différentes branches de la famille et de la suite de la malédiction. Voilà. D'accord. Et donc là, c'est donc Isler et Boisdin au dessin. Donc Isler au scénario, Boisdin au dessin. Et le prochain sort d'ailleurs, il n'est pas encore sorti. Il sort le 17 septembre. Il sort aujourd'hui. Ah bah oui. Il sort aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et ça, c'est parce que c'était la fin de l'autre C'est la cycle fin du juste avant. précédent cycle, c'est le même D'accord. dessinateur, c'est les mêmes couvertures, c'est le même genre. Tout ça est dans la continuité. Nous, Un autre genre, un autre style, un autre coup de voilà, trait. on passe l'insurrection. Pardon, Celle-là, l'insurrection. Donc l'insurrection, air libre. Donc là, on est un peu dans le roman graphique. D'accord. Les auteurs sont polonais. Ça se passe à Varsovie après le massacre le massacre qu'il y a eu là-bas. Et ça se passe en 1944, juste avant l'insurrection. Dans le ghetto, tu veux dire. Donc il y a eu le massacre du ghetto. Mhm. Ça se passe après le massacre du ghetto. Là, ce ne sont pas des juifs, ce sont des Polonais, catholiques. Certains sont encore un peu planqués, ils n'ont pas réagi. Ils sont un peu traumatisés par le massacre du ghetto quand même, parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont peut-être pas totalement fait ce qu'il fallait. Et tu as ceux qui décident de lancer l'insurrection, et puis tu as ceux qui attendent de voir. C'est un très très beau dessin aussi. C'est une histoire, c'est le tome 1, voilà. Il est Il y a, fragile. il y a des planches comme celle-ci, là, ça a une gueule absolue. J'aime beaucoup les visages. Voilà, c'est beau. Donc là, on est sur la bande dessinée, comme d'ailleurs La Guerre des Cendres, où ce sont les personnages qui font l'histoire. Ah, dis donc, c'est magnifique ça. Oui. D'un seul coup, tu tournes une page et bam, Oui. et paf. Ok. Donc c'est un excellent ouvrage. Le premier tome, donc il vient de Paris, il est sorti récemment. Et donc là, on annonce l'insurrection qui va venir. Donc tu vois, tu as des planches d'une sobriété absolue, et puis d'autres Très très fouillées, les noirs comme Voilà. ça, elles sont qui sont travaillées. une noirceur, qui sont d'une lourdeur, d'une épaisseur par rapport à ça. On voit bien la chape de plomb Ah, puis des effets, qui tombe sur les personnages. Et donc c'est un couple, c'est un jeune couple qui se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'ils vont faire demain. D'accord. Enfin, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre puisqu'ils ne connaissent pas l'issue. Ouais, alors que nous, oui. Nous, on connaît, c'est plus facile. Et alors, avant l'orage, c'est-à-dire qu'il y aura un 2, Il y aura un tome 2, il y aura un tome 2 puisque, je crois que c'est un diptyque, puisque justement, c'est une histoire, c'est un diptyque qui va être en 2 albums. D'accord. Et là, le dernier. Le dernier, Prévert, l'inventeur, air libre toujours, roman graphique, Caillot Bourris, c'est Prévert. C'est la jeunesse de Prévert des années 20 à 1931. C'est un peu le parcours pas initiatique, parce que c'est un peu comment la jeunesse de Prévert, D'accord. celui les endroits qui où va il est être allé. poète. Ok. Et pareil, on est sur une recherche graphique, Ok. beaucoup. Pareil sur la mise en page. Hein, Voilà. C'est pas mis en page comme une BD standard. Tout à fait. Du récitatif. On apprend plusieurs choses sur la vie de Prévert, mais surtout, ça explique un petit peu son parcours initiatique du grand poète qui va être, et aussi du scénariste de cinéma, et du dialoguiste de cinéma fabuleux qui va être. On le reconnaît. Et ils n'avaient pas la télé à l'époque, donc il fallait qu'ils s'occupent. Donc ils allaient discuter dans les bars, Voilà. faire la fête. Ils ne faisaient pas comme nous, ils n'éteignaient pas leur cerveau arrivé à 20h30 devant la télévision. Et lui, il s'en foutait un petit peu de tout d'ailleurs. Ouais. Donc, voilà. Et ça montre la légèreté du personnage. Ok. Voilà, tout C'est rigolo, rapport. tous ces pareils, ces Voilà. différences de traits. Donc tu vois, voilà, ça montre tout ce qu'on a montrer un peu la richesse. Il y a graphique. effectivement, et on reste Et on est dans que sur un- le roman. Il n'y a pas de comics, il n'y a pas de manga, il n'y a pas tout ça. Donc, Il n'y a même pas les indépendants. exact. Oui, il n'y a même pas les indépendants qui sont plus. Je sais on celui dont reviendra. on lui parlait, c'est celui de Vandril, Qui est un indépendant? qui est un indépendant. Ouais. Nod, tu peux peut-être montrer aussi, oui, celui qui va sortir, mais il sort le 26 Vendry, octobre de Vandril. ou alors tu reviendras, oui. Ou on Parce que Vendry- reviendra, on en reparlera. parce que Vendry, on le connaît, il est déjà venu faire des trucs Voilà. justement, la relation jeux de Tout à société fait. BD, il a édité des jeux de société
en rapport avec les graphismes de ces BD. Et là, il prépare un album qui sortira, on a dit, au mois d'octobre. 26 octobre. 26 octobre. Le 26 octobre, ça s'appelle Héros sur canapé. Donc c'est plein de héros, mais on en reparlera peut-être un peu plus de façon un peu plus complète la prochaine fois. Mais ce sont, quand on dit héros, c'est de tout. Hein. Ça peut être des personnages de publicité ou de marque. Parce que là, on voit, hein, voilà, là on a Calvin et Hobbes. Ouais. Donc c'est très très drôle, c'est du one shot. Donc c'est Vendry le scénario aussi. Et chaque fois, il prend des dessinateurs différents. Donc, tu as des personnages de jeux vidéo, tu as des personnages donc, de publicité, tu as des jeux vidéo, tu as des personnages de comics, ou de personnages aussi, tu as même Mafalda, tu as des personnages de manga, tu as du franco-belge. Le plus large possible, on voit la vache qui rit. Il y a tous les personnages, et donc c'est totalement décalé, et donc ce sont tous ces personnages qui ont des gros problèmes psychologiques. Et un de mes préférés, moi, c'est Dark Vador qui explique que, oui, d'accord, il n'a pas été gentil avec son fils, mais un fils pardonne toujours à son papa. Bah oui, bien sûr, évidemment, il a raison. En tout cas, les bandes dessinées qui sont produites par Vendry et Vavroum, je crois que ça s'appelle ça. Vraum. Il y a Varum et Vraum, et là, c'est aux éditions Vraum. D'accord, sont assez exceptionnels, notamment, il a fait la bande dessinée Pas dessinée, oui, qui est une merveille absolue et totale. Il a fait une bande dessinée sans dessin, c'est juste génial. On en reparlera. Mais ce personnage de façon, voilà. Vendry, Vendry de façon, bon, Vendry mérite des claques, comme bien sûr. Il y a une vidéo qui est parue. Mais malheureusement, c'est un excellent auteur et éditeur. Bon, je vais regarder vite fait s'il y a eu des réactions ou quoi ou qu'est-ce, parce ça fait 1h15 qu'on parle en fait, l'air de rien. Je propose de faire la chose suivante. On va envoyer le générique de fin. D'accord. Et puis on va voir si on fait un 5 minutes après avec les gens, le temps qu'on lise un petit peu de les réactions, ou alors on les fera après manger, parce qu'on va préparer une deuxième émission un peu plus pointue sur la guerre de 14, je crois. La guerre de 14 en parallèle avec l'émission sur les wargames. C'était riche, en 1h15, on aurait peut-être même dû en faire deux, du coup, une sur le secteur et une sur les nouveautés. C'est le début, on commence, on y va, on verra comment on fait pour les fois suivantes. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce petit parallèle, discuter avec toi, un petit peu voir ce qui est sorti. Ça m'a même donné envie d'en lire quelques-unes, parce qu'après la BD, hein, c'est comme les jeux, il y en a pour tous les goûts. Bon, il y en a une ou deux qui m'ont parlé à l'intérieur, même deux ou trois, et j'espère que ça fait ça chez vous aussi. Ben voilà, on va vous laisser, on va le générique de fin. Et merci Christophe merci à toi pour toute cette préparation. Et on se retrouve bientôt, parce que je pense que Strip Track a de l'avenir, je pense. 75 nouveautés par semaine, si on n'arrive pas à faire une émission par mois, je vais te dire, c'est qu'on est mauvais. À bientôt après ce générique.